Merci. Alors je vais démarrer par quelques exemples pour illustrer le contexte actuel. Alors non, je vais pas petite musique. Non. Non plus. Si on peut mettre oui, je vais vous donner quelques exemples issus à la fois de rencontres dans le cadre de supervision avec des collègues en tant que thérapeute et puis d'analyse dans le cadre du laboratoire de recherche de résilience dans lequel j'interviens. Julie, il a 7 ans. C'est un objet de tout type de violence de son père depuis que les parents se sont séparés et la mère a quitté le domicile pour des faits de violence conjugale extrêmement graves. Il y a une enquête, en cours de l'enquête, une audition, puis il y a une AEMO judiciaire. Et dans le cadre de l'audition, des entretiens d'évaluation, il est indiqué que Jules parle avec une grande distance de ce qu'il a vécu. Il fait des récits particulièrement précis. Alors à 7 ans, c'est quand même pas normal qu'il continue à raconter des choses de ce qui sont passées quand il était petit. Et puis il en parle de façon très distanciée. Et l'éducatrice expliquera dans son rapport au magistrat, c'est tout à fait suspect, c'est un enfant instrumentalisé, car s'il avait réellement vécu ce qu'il dit qu'il a vécu, il s'effondrerait, il irait très mal. La dissociation est juste quelque chose qui existe, je vous en parlerai juste après. Anaïs a 16 ans, elle est hospitalisée avec des scarifications, des tentatives de suicide, des conduites dangereuses, donc des attaques sur son corps majeures, très importantes, personne ne comprend. Et en discutant avec les équipes de pédopsie, puisqu'elle met en échec ces termes des équipes de pédopsie, la question se pose, est-ce qu'il a été envisagé d'aborder avec elle de possibles maltraitances, de possibles abus sexuels? Non, on attend qu'elle élabore la demande et qu'elle le dise. On va attendre. Je pense à toutes ces situations d'enfants maltraités devenus des adultes qui doivent vivre avec des parents, des fratries, des proches, qui font des injonctions au silence, de ne plus parler de ce qui s'est passé, parce qu'ils sont les témoins de ce qui s'est passé quand ils étaient enfants, et de familles qui sont dans des dénis tels qu'ils sont prêts à dire, alors qu'il y a eu des procédures, si c'était à refaire, on le referait, on te reconfierait à cet instit, à cet animateur, à ton oncle, à ton grand-père, arrête de te plaindre, tu as quand même eu une vie très, très agréable, alors que l'enfance a été absolument détruite. Et ces adultes qui ont cette part d'enfance toujours en grande souffrance sont dans cette obligation de se taire. Alors, pourquoi je parle d'un adulte? Parce que les troubles psychotraumatiques, l'expressivité post-traumatique, c'est pas que dans l'immédiat, c'est très souvent aussi à l'âge adulte. Quand ces enfants maltraités deviennent adultes, il peut y avoir des résonances très fortes, très violentes, qui peuvent les mettre en difficulté. Et on sait, et pour avoir co-dirigé une thèse sur le devenir des victimes d'inceste, on sait à quel point les parents qui auraient dû être protecteurs, qui lâchent l'enfant, même une fois adulte, sont hautement plus destructeurs psychiquement que des parents abuseurs. Autre exemple, une éducatrice qui va au domicile dans le cadre d'une AEMO judiciaire chez un père qui habite en province, père supposé extrêmement violent. Vous avez 3 enfants, ils ont 6 ans, 8 ans et 10 ans. Elle met dans son rapport, c'est une très belle maison, accueil très sympathique de monsieur, famille Duquesnoy, ça c'est juste au cas où vous pensez, les maltraitants c'est juste que la famille Groseille. Chez les Duquesnoy, il y a des enfants maltraités, mais ils meurent beaucoup plus, parce que eux, on ne les voit pas, on ne peut pas les voir, on s'identifie projectivement, et si c'est chez ces gens-là ça se passe, dans l'identification projective, ça veut dire que chez moi ça peut se passer, donc non, surtout pas. Donc les enfants Duquesnoy meurent en silence. Donc cet enfant, cette visite a lieu une fois par an, parce que vous comprenez, pour c'est prévu, organisé, les enfants ont fait la veille un tas de choses extraordinaires. En fait, le père, dans les 24 heures qui précèdent la rencontre avec l'éducatrice, fait tout ce qu'il n'aurait pas fait, sauf qu'avant et après, c'est l'enfer. Donc l'éducatrice décrit une visite pendant 1 heure au pays des bisounours,
formidable, un papa souriant, une belle chambre, des photos de la maman, un peu étonnant. Et elle va faire un rapport extraordinaire. Elle va parler aux enfants dans la chambre. Je vous rappelle juste que c'est là où il y a la plupart des violences qui se créent. Quand vous êtes professionnel médico-psychosocial, que vous allez au domicile, c'est important, mais demandez à l'enfant l'endroit où il veut parler, parce que vous avez besoin de parler avec lui. Mais ne lui dites pas, on va dans ta chambre. Hein, 99% des violences qui ont lieu en intrafamilial ont lieu dans les chambres. Donc vous pensez bien que l'enfant ne vous dira rien. Elle va repartir, très contente, beau rapport, etc. Ce garçon sera retrouvé, l'aîné sera retrouvé fracassé par le père et il finira à la morgue. Dernier exemple. Damien, il a 12 ans. Il a une sœur qui a 6 ans, qui sont tous les deux placés dans une MEX. Ils sont placés, le placement c'est du préventif, parce qu'ils sont issus de l'inceste. Le père et le grand-père, juste pour la petite histoire, la mère, ça peut se dire peut-être qu'elle a subi des choses, a accouché, elle avait juste 15 ans, les personnes n'ont jamais rien signalé. Et ce couple, parce qu'ils vivent ensemble, donc il y a eu 2 enfants, un enfant mort-né ou mort suspect, en tout cas il n'y a pas eu d'enquête par rapport à ça, donc ils ont été placés quand même, quand on est issu de l'inceste, on ne sait jamais, il pourrait se passer des choses, mais il y a l'idée qu'il ne s'est jamais rien passé. Et juste pour la petite histoire du déni institutionnel, le couple parental est reçu ensemble. À quelque chose de très paradoxal, hein, on place pour des questions d'inceste, on reçoit le couple ensemble, donc on légitime l'inceste. Donc ils sont placés et l'éducatrice une éducatrice a expliqué à la psychologue de l'association qui s'occupe de cette MEX, donc je vais utiliser des termes un peu crus, un peu durs, mais c'est les termes de l'enfant et de l'éducatrice. Donc elle explique un soir, même pas un soir, un moment d'écouter, Damien débarque, donc Damien 12 ans, début de puberté, dans un état d'excitation majeure, il était extrêmement agité, je n'arrivais pas à le calmer, il a défait son pantalon devant moi, il a défait son caleçon, il est en érection. Il s'est mis à se masturber devant moi, mais avec une très forte douleur, comme s'il souffrait, en me hurlant dessus, soulage-moi, soulage-moi. Et l'éducatrice dit qu'elle était un petit peu perturbée, ça m'a un peu rassurée, et qu'elle précise, je ne l'ai pas fait. On est très rassurés, mais elle était quand même très très mal. Et elle va dire à Damien, je ne peux pas faire ça, je ne peux pas faire ça. Mais t'as qu'à faire comme ma mère. Ma mère, elle le fait bien. Et elle le fait avec les autres femmes. Et hurlant dessus, mais fais comme ma mère, fais comme ma mère. Et là, il va aller un petit peu plus loin, en disant, mais le fait, il n'y a que ça qui m'aide, parce qu'elles le font, et puis après, elles libèrent mon jus, et ça va mieux. Elle me suce la queue aussi. Suce-moi la queue. L'éducatrice, elle reprécise qu'elle ne l'a pas fait. Et il va dire à l'éducatrice, parce qu'elle lui dit, mais c'est pas des choses qui se font, enfin, elle essaye de, comme elle peut, hein, cette éducatrice, et le jeune garçon va lui dire, mais dans le foyer où j'étais, il y avait une fille qui le faisait, Léa, 6 ans, qui me suçait la queue, suce-moi la queue. Bon, elle finit par en parler très bouleversée à la psychologue, elle précise qu'elle n'a pas sucé, qu'elle n'a pas masturbé, qu'elle n'a rien fait, qu'elle a dit de remettre le pantalon, d'aller prendre une douche froide, et elle est en arrêt maladie quand même un certain temps. La collègue psychologue va lui dire, et j'ai rencontré cette collègue, donc les termes qu'elle utilise, la collègue, même après coup, les maintient, elle va lui expliquer que ce jeune qui a 12 ans, qui est en début de puberté, dans une phase de débordement pulsionnel néo-pubertaire tout à fait envahissant, elle ressemble physiquement à la mère, parce qu'elle est extrêmement corpulente comme la maman, et il a dû projeter sur vous un certain nombre de choses. Écoutez, il ne faudrait quand même pas abuser, c'est pas parce qu'il a été issu de l'inceste qu'il faut voir des abus sexuels partout, ça n'est que du fantasme. Mais comme la collègue a l'air un peu mal, elle dit je vais le convoquer, terme qu'elle met dans son rapport. Elle le convoque et elle va m'expliquer qu'elle lui dit comme ça, j'ai appris que tu avais fait, une exhibition sexuelle devant l'éducatrice, non mais tu te rends pas compte, c'est pas des choses qui se font, je te rappelle que c'est interdit. Si tu as des pulsions, tu peux tout à fait faire ce que tu veux, comme tu veux, mais sous ta couette, en tout cas, laisse l'éducatrice tranquille, et maintenant ça suffit. Il n'y aura aucun signalement. Aucun. Sauf le mien après, et moi j'ai l'habitude de mettre un peu de bazar dans ce cas. Et aucun signalement par le service gardien, par l'association, par l'ASE qui va être prévenu, sous prétexte que cet enfant, il y a déjà une mesure judiciaire, sauf qu'elle n'est pas tout à fait pour les mêmes raisons. Et aucun signalement non plus pour cette petite fille de l'autre foyer qui peut-être a été agressée sexuellement, mais elle est déjà placée, c'est pas la peine d'en rajouter.
déni quand tu nous tiens. Donc, j'ai peu de temps, donc moi je peux être très bavarde, donc vous me dites 5 minutes avant pour que je me cesse. Juste rappeler qu'est-ce que c'est qu'un événement traumatique, parce que là on parle de maltraitance, mais ça fait toujours du bien de rappeler que ce qui peut traumatiser un enfant, ça va être ce qui va le détruire psychiquement, ce qui va le confronter à sa mort psychique. Alors ça peut être la mort dans la réalité, c'est-à-dire que son parent avoir été présent lors d'un attentat, vous avez vu des morts partout, avoir failli mourir de maladie, mais ça peut être aussi un événement où vous êtes déstructuré psychiquement par ceux censés vous protéger. Et un enfant, pour bien grandir, il a besoin d'être protégé, d'être réassuré, d'avoir confiance en lui dans le monde extérieur. Et quand ce parent, ce proche, dysfonctionne, malmène, maltraite, abandonne, c'est aussi des choses que l'on va voir, l'enfant va être totalement pris par des enjeux extrêmement lourds, en particulier celui d'être dans un état d'effraction psychique, d'autant plus fort que c'est un être en développement, qui n'a pas les ressources d'un adulte pour pouvoir donner du sens, pour pouvoir parler, pour pouvoir se protéger, etc. Et on va avoir des enfants, ça, tout contexte d'événements traumatiques, qui vont être détruits psychiquement, plus ou moins durablement, qui vont être atteints dans leur croyance en un adulte protecteur, dans leur confiance en eux-mêmes, et avec un effroi absolument considérable. Donc on a différents contextes qui vont confronter à ça. Les morts violentes, le deuil en termes de perte, je vais passer là-dessus, la maltraitance bien évidemment. Les contextes varieront selon qu'on a un enfant et un adolescent. Je vous rappellerai juste qu'un bébé, ça ne se manifeste pas du tout pareil qu'un adulte au niveau de sa souffrance et l'expressivité traumatique. L'enfant est seul, comme dans une fratrie, il n'y a qu'un enfant maltraité ou il y a toute une fratrie. Est-ce qu'il y a un parent protecteur, pas de parent protecteur? Est-ce qu'il y a eu d'autres antécédents traumatiques ou pas? L'enfant qui va être violé en foyer, qui avait déjà été violé par son père, ça fait quand même un petit peu beaucoup, mais on a des histoires cumulées comme ça. Et les conséquences dans sa vie quotidienne. Et au niveau des études, ce que l'on sait actuellement, tout événement traumatique confondu, les plus traumatogènes en termes de troubles sont ceux qui sont de nature sexuelle, ceux qui sont commis par quelqu'un qui fait autorité et qui est censé protéger, et ceux qui vont durer. Donc on voit bien que la maltraitance est un haut facteur de troubles psychotraumatiques. Quand on parle des réactions, c'est très complexe, très difficile, donc je vais essayer d'être assez pédagogique en un temps très court. C'est très important pour vous de penser la temporalité. L'expressivité post-traumatique, l'expressivité traumatique d'un enfant, elle va être extrêmement variable dans le temps. Un enfant qui est violé, qu'on prend en charge dans l'immédiat, un enfant qui a failli être tué par un parent qui est encore vivant, à T0, il n'a pas les manifestations d'un adulte à T plus 1 mois, 2 mois, 3 mois. Donc quand vous l'auditionnez, quand vous l'interrogez, quand vous lui demandez « mais pourquoi tu n'as pas appelé à l'aide? Pourquoi tu n'as pas crié ?» Simplement parce qu'en état d'inhibition stupoureuse, on ne peut pas dans l'immédiat. Ça n'est pas possible. Donc, ne pensez pas être non. Ça, c'est un exemple pour de l'immédiat. Et dans le post-immédiat, on a des fois des enfants qui vont s'effondrer tout de suite, avec des troubles spécifiques, évocateurs, très évocateurs, et d'autres qui vont s'effondrer bien plus tard, qui vont se développer ce qu'on appelle en faussette pendant des années, avec des risques d'effondrement à l'adolescence. C'est le cas de beaucoup d'ados pris en charge dans les structures d'ados. Pendant la grossesse, qui est un temps, Budowski, qui est psychanalyste, parle de transparence psychique, beaucoup de choses remontent à la surface. À la naissance de l'enfant, cet enfant fantasmé, cet enfant imaginaire et l'enfant de la réalité, des fois la trouvaille, elle est très rude. Et autre période à risque, à haut risque, c'est quand ses parents, dans les cas de traumatisme ou de maltraitance, ont des enfants et que leur enfant atteint l'âge qu'ils avaient au moment du drame. Ce petit garçon qui a été massacré par son beau-père à 6 ans, on sait que quand son fils aura 6 ans, ça va être une période de fragilité. Ça ne veut pas dire qu'il va s'effondrer, ça veut juste dire que si cet homme quitte toutes les femmes qu'il a eues et a qui fait des enfants quand les enfants ont 6 ans, c'est qu'il y a quelque chose qui est en souffrance dans son lien avec l'enfant qu'il a été à 6 ans. Donc ça, c'est important de le lire. C'est aussi important de le lire pour l'ensemble des professionnels qu'on a des transmissions intergénérationnelles. On a des transmissions d'une génération à une autre génération qui se font, et on le sait, il y a plusieurs études à ce sujet-là, de violences qui ont été subies par des grands-parents, et c'est le petit enfant qui va manifester la souffrance. Ou des parents qui ont été maltraités, qui ont souffert, et l'enfant va avoir les troubles du parent. Ce sont des choses qui existent, qui sont à prendre en charge, sans étiqueter le parent de manipulateur et qui projette sur son enfant ses propres troubles. On va aussi avoir des réactions différentes quand ça dure. C'est des choses qui sont faites par quelqu'un qui fait autorité, parce qu'il y a tous les processus d'emprise, d'identification à l'agresseur qui font que l'enfant est en incapacité
de pouvoir penser par lui-même. Il est vraiment réduit à l'état d'objet. Un enfant victime de maltraitance, c'est plus un sujet, c'est un objet de jouissance, un objet de violence de toutes sortes, et certaines fois un objet de maltraitance institutionnelle. Très rapidement sur les troubles post-traumatiques, je vais mettre le ciblage sur les enfants maltraités. Et oui, la maltraitance sur les bébés, ça existe. Des bébés qui décèdent perforés parce qu'ils sont sodomisés, il y en a tous les ans. Et pourtant, quand un père incestueux est incarcéré, qu'il y a une AEMO judiciaire qui est mise en place pour les enfants de la fratrie, et qu'on demande, mais il y a un bébé, pourquoi il n'y a pas de mesure pour le bébé? C'est un bébé. Je travaille aux urgences, en pédopsie, quand on a des bébés maltraités qui arrivent, sans traces, sans séquelles particulières, l'idée c'est souvent de dire on ne va pas en parler, on dit trop rien, il va oublier. Enfin, le bébé, il n'a pas la capacité mnésique d'un adulte, il va marquer au niveau sensoriel de façon extrêmement forte, mais il y a aussi des choses qu'il faut bien comprendre, c'est que ces traces, ça ne s'oublie pas au sens où, à un moment donné dans la vie, l'enfant peut manifester des troubles. Cet enfant qui a été secoué, qui après va avoir des troubles du comportement, cet enfant qui a été sodomisé, violé, parce qu'on a des profils d'abuseurs qui violent des enfants en préverbal et qui vont dire parce qu'ils ne parlent pas, il ne va pas le dénoncer. Et puis ceux-là, vous les avez dans les écoles, vous les avez dans les foyers, avec des troubles très envahissants, et on se dit, bon, il a dû subir quelque chose, il a tous les troubles spécifiques, mais il ne dit pas qui c'est. Non, mais quand même, il pourrait faire un effort. Ben oui, mais il ne peut pas dénoncer l'auteur. Donc pensez-y sur des troubles qu'on ne comprend pas, des années plus tard, ou des enfants qui ont des séquelles majeures dans les lieux de placement. On ne fait jamais l'hypothèse d'un vidéo neuropsy pour voir si ce n'est pas des enfants qui ont été secoués. Ah bah oui, tiens, peut-être. Ah bah oui, il faut y penser. Ce n'est pas forcément les enfants que vous prenez en charge qui ont des troubles majeurs, des faits qui sont très récents. Et la maltraitance des bébés est un vrai déni en France. J'ai participé à la recherche faite par un Turc qui est épidémiologiste sur les morts suspectes de nourrissons. On a eu beaucoup de mal à la terminer parce que même au niveau des autorités, ce qu'on disait des auteurs, qui étaient plutôt des auteurs, des parents de milieux socio-professionnels très favorisés, ça allait à l'encontre de toute la représentation française de la maltraitance. Donc ça existe, et bien évidemment, un bébé, vous le violez, il ne va pas appeler à l'aide, ça c'est sûr. Juste, vous le secouez, vous le frappez, il ne peut pas partir en courant. Et s'il passe par la fenêtre, il n'a pas les moyens de le faire tout seul. Donc c'est juste pas un accident. Et s'il est couvert de... Ah non, on passe 5 minutes, si, ça va. Voilà, vache, donc voilà, donc le bébé, c'est possible. C'est une frustration terrible. Il faut aller vite. Donc, à retenir, sur les troubles post-traumatiques, vous verrez dans l'ouvrage, on reprend de façon extrêmement précise. Il y a des troubles très spécifiques qui sont des troubles liés à la maltraitance pure sur des traces physiques, des déchirures d'hymen, des déchirures, donc on peut attester véritablement. Il y a beaucoup de troubles au niveau du comportement qui vont être liés aux troubles post-traumatiques, des troubles de reviviscence, des troubles de réactivation, des troubles d'asthénie, d'enfants qui n'arrivent plus à se projeter, qui ne jouent plus, ou qui ont des jeux traumatiques, des jeux bizarres. Et en effet, les procédures sont des moments constants de réactivation de ces situations-là et de ces troubles. Je voudrais juste vous rappeler que vous pouvez placer un enfant, c'est pas ça qui le protège psychiquement des violences subies. Vous pouvez le contraindre à des visites, parce que les droits de visite, c'est juste pour les parents. Les enfants, ils n'ont pas des droits, ils ont des obligations de visite. Et les éducateurs disent, oui, mais visite médiatisée, ils ne risquent rien. Vous êtes aware, un enfant maltraité, l'odeur, le bruit, la voix, c'est suffisant pour l'anéantir à nouveau. Donc ça, c'est aussi un vrai débat de cette situation-là. Donc je vais passer sur la typologie, sur les réactions. Rappeler que la maltraitance, ce sont des troubles extrêmement complexes qui attaquent le corps, qui attaquent la filiation. Il faudrait que la loi évolue pour permettre aux enfants qui ont été maltraités par un parent de changer de nom à l'âge adulte pour ne pas qu'ils portent à vie le nom de leur bourreau. Ça, c'est aussi quelque chose qui ne devrait pas être si compliqué à faire. L'expressivité, elle n'est pas continue, elle est très complexe, donc il faut vraiment penser ça à plusieurs. Faire attention parce qu'on a des troubles, dont les troubles dissociatifs, ces enfants qui parlent avec un très grand détachement de ce qu'ils ont subi parce qu'ils n'ont pas eu d'autre choix dans la vie que d'être dissociés. Pouvoir essayer de comprendre que ces troubles-là sont spécifiques aussi d'enfants traumatisés, et en maltraitance, on en a beaucoup. Donc quand vous avez des doutes sur un discours qui est en décalage avec le récit, au lieu de vous dire il ment, il est manipulé, posez-vous la question, il est peut-être dissocié. Il est peut-être dissocié. Ces enfants ne se peignent pas, donc ça nous place en grande confusion. Très rapidement, puisque je vois Eugénie qui va me dire qu'il me reste 3 minutes, qu'est-ce qui se passe du côté des professionnels ?
Du côté de certains juges, on cherche. Du côté de certains éducateurs aussi, on va chercher. Du côté de certains enquêteurs, on va chercher avec cette idée que la parole de l'enfant, s'il a trop d'éléments de détail, trop de mémoire, en fait, j'ai pas mon beau diaporama, les psychologues cherchent aussi. Il y a trop d'éléments de détail, c'est suspect, mais s'il a plus de mémoire, c'est aussi suspect. Bon, les psychologues, ils cherchent aussi. Hein. Et tout ça, pourquoi? Pour vous dire qu'à un moment donné, en fait, il ne m'a pas enregistré mon beau diaporama, c'est pas grave. Pour vous dire qu'à un moment donné, les professionnels peuvent essayer à tout va de comprendre, écouter, entendre un enfant, ça ne devrait pas être si compliqué. Que ce déni face aux violences, il s'explique, comme l'a très bien dit Ariane et comme l'a très bien dit Eugénie, par tous ces process d'instrumentalisation perverse, de manque de formation, d'isolement des professionnels, de contraintes temporelles. Quand on voit qu'on fait des miges en 1 heure de toute une famille, c'est du délire, on ne peut pas, ça n'est pas possible, ça n'est pas pensable. De toutes ces prises en charge thérapeutiques avec des malentendus, où l'enfant attend que le thérapeute parle et le thérapeute attend que l'enfant élabore sa demande, etc. On arrive à des situations absolument épouvantables et il me manque une diapo absolument essentielle que je vais essayer de récupérer. Parce que c'était important de vous passer le bon diaporama. J'ai 2 minutes. Ouais, tu vois. J'ai des outils de PC, donc je ne sais pas si on peut le mettre sur mon PC directement. Ce sera plus rapide peut-être. Stratégiquement, ça s'appelle gagner du temps. Non, on ne peut pas. Ah, on peut pas. Donc, on va le faire autrement. Désolée. Non, c'est pas très important, c'est ma chute alors, si ma chute n'est pas... À craindre, ça va aller. Alors, on va y arriver, on gagne du temps. Et on peut aussi gagner du temps quand on s'occupe de situations d'enfants maltraités. Non, le déni, ça va conduire à certaines situations où on voit tous les professionnels de bonne intention, c'est ce qu'on essaie de dire avec le réseau. On est sur le terrain tous avec beaucoup de bonne intention pour essayer de permettre une prise en charge la plus bienveillante des enfants, et beaucoup de personnes veulent bien faire. Simplement, la bonne volonté, c'est pas toujours suffisant dans ces contextes-là, et on a véritablement besoin de ne pas être seul. Alors je croise les doigts en espérant que mon PC va accepter de mettre mon diaporama, s'il veut bien répondre. Alors j'étais en retard, je suis plus qu'en retard, je vais juste être... Voilà, donc je vais reprendre à celle-ci, que vraiment je me suis donné du mal, parce que c'est quand même ça. Les enquêteurs, un enfant qui a trop de souvenirs, c'est suspect. Ouais, en même temps, s'il n'en a pas, c'est aussi suspect. Donc c'est compliqué. Bon, les juges étaient un petit peu moins durs tout à l'heure dans ma deuxième version, parce qu'en effet, les magistrats, ils ont besoin de professionnels. Et quand on a des signalements de Biboulia, vous savez, où tout le monde co-signe, le magistrat, comment voulez-vous qu'il prenne quelque chose? Si l'assistante sociale faisait sa part, l'éducatrice sa part, la psychologue sa part, donner des éléments informatifs sur le développement de l'enfant, ça l'aiderait le magistrat. Et autant dire que quand on lit nos signalements, on a beaucoup de progrès à faire. Donc les éducateurs, ils cherchent toujours les psychologues aussi, les experts aussi. Et ces situations de déni sont particulièrement graves. Je voudrais dire une chose qui pour moi est un véritable scandale sanitaire, je pense que Maurice m'en joindra. On a dans beaucoup de lieux de placement des enfants qui sont psychiatrisés avec des ordonnances qu'on n'oserait pas donner dans des lieux d'adultes, et des professionnels qui nous expliquent, ou des responsables qui nous expliquent qu'on n'a pas assez de sous pour recruter des éducateurs, donc on va leur donner des anxiolytiques, on va leur donner des sédatifs, et donc du coup on psychiatrise des enfants qui auraient besoin de prise en charge. On va dire qu'ils sont autistes alors qu'ils ont des troubles post-traumatiques, on va dire qu'ils sont psychotiques alors qu'ils sont dissociés, etc. Ça, c'est un vrai scandale. Ça veut dire qu'on ne peut pas actuellement en France faire une recherche sur ce sujet-là. Il y a un refus total. On a essayé, on n'arrive pas à avoir les autorisations ministérielles. C'est un vrai scandale. Donc ces processus, pour un enfant, la vie ne tient qu'à un fil. Maurice le disait, combien d'enfants maltraités par des parents et par l'institution judiciaire finissent à la morgue? Un certain nombre, soit tout de suite, soit plus tard. C'est une véritable question éthique qui se pose à nous. Pour pouvoir entendre, écouter un enfant, on est dans une période électorale,
qui va arriver. Alors, ce que disait Ariane sur les processus paranoïaques de nos dirigeants n'est pas forcément fait pour nous rassurer. Mais en tout cas, sur le terrain, en tant que professionnel, je pense qu'on a une véritable obligation de réflexion éthique. Quelle place on veut donner à l'enfant en France aujourd'hui? Quelle place on veut donner à la protection de l'enfance? Quelle place on donne aux professionnels? Et on est bien placés, Eugénie et moi, pour savoir les pressions qu'on subit aux professionnels de la protection de l'enfance pour leur permettre simplement d'appliquer la loi et les textes. Ça, c'est des questions qui sont essentielles pour que l'enfant devienne réellement un sujet de droit et non pas un objet de manipulation politico-médiatique et servant certains lobbying qui ont été cités tout à l'heure. Donc voilà, c'est un point qui nous paraît essentiel. Merci à vous d'avoir été présents. J'étais un peu rapide, mais vous retrouverez la suite dans les différents ouvrages que j'ai pu publier et coordonner.